Bonjour à toutes et à tous, ça y est, les épreuves du bac ont commencé avec aujourd'hui la philo. On va s'attaquer à l'épreuve de la filière technologique avec Laurent Paillet-Chevalier, vous êtes professeur de philosophie dans les Yvelines. Bonjour Exactement, Laurent. bonjour. On va voir ensemble les grands axes, les incontournables de cette épreuve et des différents sujets. Et puis bien sûr, on va faire un point méthodo et puis un point sur les erreurs à éviter. Je vous propose qu'on commence par le premier sujet de dissertation, Bonjour. qui cette année était « Sommes-nous libres en toutes circonstances ?» Alors quand on lit le sujet, j'imagine qu'il y a des difficultés déjà dans l'intitulé. Peut-être le « sommes-nous », pourquoi c'est « sommes-nous » et pas « suis-je » Est-ce que c'est une difficulté? Exactement. Encore très bonne remarque. Sommes-nous, c'est un pluriel. Alors, ou bien on choisit de le penser comme la collectivité, c'est-à-dire moi pris dans son ensemble, dans la société, ou bien on peut aussi le penser moi comme appartenant au genre humain. Autrement dit, il me semble que ce qui sera questionné ici, ce n'est pas ma liberté à moi, à mon petit plaisir de faire comme je veux, mais ce que je peux faire parce que j'appartiens à un ensemble plus large. Et quand on est sur le point des difficultés, je crois que le plus dur est à la fin du sujet. Regardons comment la chose est écrite. Sommes-nous libres en toutes circonstances? On dirait plus volontiers, sommes-nous libres en France? Sommes-nous libres en République? Un lieu ou une situation politique. Or là, il ne s'agit ni d'un lieu ni d'une situation politique, mais bien sommes-nous libres en toutes circonstances? Autrement dit, peu importe ce qui a lieu, sommes-nous libres? Je peux peut-être écrire quelque chose au tableau? Avec plaisir. Parce qu'en écrivant, parfois, c'est plus simple. Je garde mes feuilles, il y a les réponses dessus. Donc ça, définir ce que sont toutes ces circonstances, c'est la difficulté à faire dans l'intro. C'est la première difficulté. Ok. Et je pense qu'il ne faut pas entrer dans le détail. Tout est un quantificateur universel. Autrement dit, toutes les circonstances, je ne vais pas chercher le détail. Je reste dans le général. Donc dans un premier sens, si nous sommes libres entre toutes circonstances, cela veut donc dire que la liberté ne dépend d'aucune circonstance. La liberté est en quelque sorte inconditionnée. Et notre ami Spinoza est là très bon sur le sujet, puisque la liberté, dit-il, est antécédente. Les circonstances, pour être libre, doivent correspondre à la liberté qui existe là par avance. Donc premier élément, toutes circonstances. Les élèves m'excuseront, ils ont l'habitude des collègues et des profs, on écrit en abrégé. Toutes circonstances, dans ce cas-là, la liberté, elle existe avant. Et on comprend bien le nous, puisque ce n'est pas une liberté qui dépend de moi, c'est une liberté qui est commune. Qui est commune au groupe. Au groupe. Mais là, il y a une difficulté, puisque si nous disons que toutes circonstances, sommes-nous libres en toutes circonstances, ces circonstances sont-elles connaissables? Puis-je connaître les circonstances? Je suis libre en France, je sais ce que c'est que la France. Sommes-nous libres en République? Je sais ce que c'est que la République pour pouvoir répondre à la question. Mais à proprement parler, toute circonstance, ça ne peut être n'importe quelle circonstance, donc elle est littéralement inconnaissable. Alors, sommes-nous libres quand nous ne pouvons pas savoir de quoi il s'agit? Sommes-nous vraiment libres quand nous ne pouvons connaître? Et là, on aurait pu utiliser les stoïciens, mais dans l'autre sens. Tout le monde connaît bien le stoïcisme. Le stoïcisme dit simplement, je rationalise, je fais ce qui dépend de moi, et ce qui ne dépend pas de moi, je le laisse de côté. Et bien justement, le présupposé de la philosophie stoïcienne, c'est la connaissance des circonstances. Or, si toute circonstance n'est pas a priori pensable, puis-je vraiment, ou sommes-nous vraiment libres dans ce cas-là? Donc si la toute circonstance n'est pas connaissable, alors on peut douter de notre rapport à la liberté. Et là, nous avons une réelle difficulté. Puisque dans un sens, nous sommes libres en toutes circonstances, puisque la liberté ne dépend d'aucune circonstance. Mais en même temps, si nous voulons être libres, il faut savoir ce qui a lieu. La question alors est de savoir comment on dépasse cette double difficulté. Donc il y avait là encore un travail de définition. Toujours, je pense que la méthode, la technique est toujours de définir les termes, s'attacher à la grammaire, comment les choses sont dites. L'important, ce n'est pas ce qui est dit, mais comment les choses sont dites, afin de pouvoir faire, comme dit Nicolas de Cuse, une coïncidence des contraires. Et puis là, vous nous parlez des circonstances qu'on ne peut pas toujours connaître. J'imagine qu'elles évoluent aussi. On peut être libre à un instant T, plus à un autre. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Exactement. L'année prochaine, vous ferez le corriger, j'en suis convaincu. Toute
circonstance. Le tout ici indique une totalité dans l'espace, mais aussi dans le temps. Ce qui nous force à penser le mot liberté. Ou plutôt, sommes-nous libres? Parfois, nous nous pensons libres à cause des circonstances. Vous êtes jeune, beau et fort. La liberté a un sens particulier. Mais voilà, comme dit Albert Camus dans L'Étranger, d'un coup, d'un seul, la maladie et la guerre. Alors quoi? Nous ne sommes plus libres? Eh bien si, nous sommes libres à l'aune des circonstances. Nous sommes libres dans et par les circonstances. Autrement dit, il faut penser la liberté qui évolue quand les circonstances elles-mêmes évoluent. C'est ce que dit Paul Ricoeur dans le second tome du Volontaire et la Volontaire dans l'introduction. Dans ce cas-là, il faut donc penser l'évolution dans le temps et donc nécessairement penser l'évolution du concept de liberté. Nous ne sommes pas libres à 8 ans comme nous le sommes à 20 ans. Nous ne sommes pas libres à 40 ans comme nous l'étions à 20. Nous ne sommes pas libres à 80 comme nous l'étions à 40. J'imagine que l'autre difficulté, c'est de ne pas tomber dans l'écueil de penser la liberté comme la licence. On est libre, mais on doit obéir à la loi, à un certain nombre de règles. Exactement, bien vu. On pourrait encore interpréter d'une autre manière ce toute circonstance. Parce que la circonstance, nous nous la donnons et nous l'imposons à nous-mêmes, par la loi, par exemple. Autrement dit, sommes-nous libres en toutes circonstances? Oui. Je prends un très bon exemple, l'achat d'une maison. Ça vous arrivera, j'espère, bientôt. Quand on achète une maison, nous avons donc la volonté, nous voulons être libres. Mais je ne suis libre d'acheter la maison que si et seulement si ma volonté, dit notre ami Hegel dans les propédeutiques philosophiques, ma volonté prend la forme du droit. C'est-à-dire, mon vouloir libre va prendre la forme du droit pour que je devienne pleinement libre. Et dans cette liberté, je vous respecte vous-même comme liberté. C'est là qu'Hegel dit « ma liberté s'arrête là où commence celle des autres ». Cette circonstance de la vie en commun va me permettre d'être libre. Hegel dira même « c'est la condition de possibilité de l'agir humain, je ne suis libre que dans cette circonstance que m'impose le droit ». Parfait, merci beaucoup, c'était très clair. Je vous invite à me rejoindre pour qu'on passe à la prochaine disserte. Cette fois-ci, c'était « Avons-nous besoin d'art ?» Là encore, je pense qu'il y a des mots sur lesquels on va tiquer. Oui. Besoin, définir aussi le terme d'art. Qu'est-ce que c'est l'art? Moi, je pense que la première difficulté, c'est le mot art. Parce que la plupart des élèves, et je vous dirais naturellement, part sur art, l'œuvre d'art, le beau. Le beau. Mais on oublie souvent l'art de la table, l'art de se battre, l'art de la dispute, l'art de la médecine. Le mot art n'indique donc pas d'abord les beaux-arts. Le mot art indique en réalité une forme de pratique, une pratique qui est normée et que l'on transmet en vue de réaliser. L'art de la médecine, qu'est-ce donc sinon l'ensemble des normes pour examiner un corps? Qu'est-ce donc que l'art de la table, sinon l'ensemble des normes pour dresser une table? Et les arts martiaux, vous avez bien deviné, nos amis qui sont peut-être champions de jiu-jitsu savent très bien de quoi il s'agit. Donc l'art, c'était pas que l'esthétique. Ce n'est pas que l'esthétique. Bien sûr, l'esthétique a une part dans le sujet, mais on ne peut pas centrer. Et là, la difficulté apparaît immédiatement. Parce que le besoin, voyez-vous, il est naturel. Besoin de dormir, besoin de se reposer, etc., etc. Mais l'art, si on le définit comme cet ensemble de normes qui nous permet de faire, autrement dit, l'art est artificiel. On voit là immédiatement l'ambiguïté, le besoin naturel d'un artificiel. Comment donc pouvons-nous avoir besoin d'art? C'est-à-dire d'art de la table, d'art martial, ou voire même d'œuvres d'art en général. Donc là, il fallait montrer que c'est un besoin, mais qui n'est pas vital, en fait, qui n'est pas absolument nécessaire. Exactement. La question de la nécessité et du contingent, le nécessaire et le contingent sont au cœur du sujet. Avons-nous besoin d'art? Et d'ailleurs, si on pinaillait un petit peu, ce que j'aime faire, c'est le verbe avoir. Et notre ami Aristote, dans les catégories, dans les dernières, dit que avoir, c'est comme avoir dans une jarre, avoir dans sa poche. Ce que j'ai, je peux le ressortir. Ce que j'ai, je peux le donner. Donc, avons-nous besoin d'art? Un petit coup au tableau, peut-être? Pour présenter un plan, par exemple? Oui. Alors, je vais faire... Mes élèves, vous savez, me reprochent toujours de ne pas savoir essuyer un tableau. Alors là, comme on est... Je vais faire ça proprement. Mes élèves seront fiers de moi. Ils m'auront appris ça cette année, à essuyer un tableau correctement. Bon.
Alors allons-y. Avons-nous besoin d'art? Si on entend par art tout d'abord cette pratique guidée par des normes, eh bien nous avons besoin d'art pour quoi? Nous avons besoin d'art pour bâtir un monde dans lequel nous vivons. Le monde dans lequel nous vivons est un monde qui vient de l'art. Je vais vous le montrer très simplement. Regardez mes tenues, mes vêtements. Il a fallu une forme d'art, l'art de la couture, l'art de la coiffure et du barbier, pour pouvoir me présenter à vous aujourd'hui. Ainsi donc, nous avons besoin d'art pour vivre dans le monde. Notre monde est fait d'art. C'est ce que dit Hannah Arendt dans La condition de l'homme moderne. Pas de monde sans art. Et on peut là, avec Hannah Arendt, distinguer les degrés. Il y a l'art qui sera immédiatement consommé, tel qu'elle reprend à Karl Marx, pour me permettre de vivre immédiatement. Et il y a des objets d'art qui tiennent plus longtemps, des monuments, tel qu'elle reprend, sans le dire, à notre ami Victor Hugo. L'œuvre d'art est ce qui tient plus longtemps dans le temps et qui peut me permet de constituer un monde dans le temps, au-delà d'une vie humaine. Je dis œuvre d'art, mais c'est les monuments en général. Pensez au Louvre, pensez à la Tour Eiffel. Nous vivons dans un monde d'art, nous recevons un monde par là. Donc en cela, nous avons besoin d'art pour vivre parce qu'il constitue notre monde. Dans le monde dans lequel on évolue, tout a été pensé avec un certain degré artistique, qu'on le veuille ou non. Voilà, ou plutôt un certain degré d'artefact. La difficulté, c'est le rapport au besoin. Parce que le besoin est naturel, alors que l'art est artificiel. Comment ma vie naturelle peut-elle avoir besoin de l'artificiel? Comment le vivant peut-il avoir besoin de ce qui n'est en quelque sorte pas vivant? Et là est la difficulté. Et dans ce cas-là, on ne voit pas très bien comment on pourrait avoir besoin d'art. Il y a donc une difficulté à penser dans le sujet le rapport du besoin à l'art. Donc là, c'est le besoin dans le sens de la nécessité absolue. De la nécessité absolue, la nécessité vitale. La vie, ma vie, n'a pas besoin d'art pour se déployer. Comment peut-on alors résoudre cette tension entre, d'une part, la constitution du monde qui a besoin d'art pour exister, et d'autre part, le besoin comme étant naturel, vital, qui n'a pas besoin d'art? La solution, c'est peut-être alors de penser l'art au sens d'œuvre d'art, et de penser le travailleur comme un artiste, en quelque sorte. Poussons le trait jusque-là. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art? Une œuvre d'art, ce n'est rien de plus que la conjonction entre la liberté et la contrainte. Avoir besoin d'art, ce n'est rien de plus que d'avoir besoin de la conjonction entre la vie et la norme, la vie et la règle, la vie et la technique. Et en cela, dans l'art, au sens de l'œuvre d'art, tout d'abord, on peut comprendre le besoin d'œuvre d'art, mais ce n'est pas le besoin de voir la Joconde pour voir la Joconde. Ce n'est pas le besoin d'écouter du Bach pour écouter du Bach. J'ai besoin d'écouter Bach pour l'effet que Bach me fait. Sioran, grand penseur du XXe, a dit « Ce n'est pas Dieu qui a créé Bach, c'est Bach qui a créé Dieu ». Bien sûr, provocateur, mais que dit-il? Il dit simplement que la puissance de la musique de Bach fait un effet en moi tel que je sens la vie en moi. Et donc j'ai besoin d'art pour me sentir vivant. J'ai besoin d'art pour sentir la vie en moi. Le besoin d'art, le besoin d'œuvre d'art, n'est-ce pas simplement le besoin que se sentir un être vivant, vibrant, devant? Et j'imagine qu'il y a beaucoup de candidats, quand ils voient le terme art, ils pensent à Kant. L'art, c'est pas la représentation d'une belle chose, mais la belle représentation d'une chose. Est-ce qu'on pouvait le citer? Mais bien évidemment, puisque, comme vous le savez, chez notre ami Kant, ou pour notre ami Kant, le beau n'est pas dans la chose. Le beau n'est pas non plus dans la compréhension. Le beau, c'est l'effet que cela fait que d'être devant la chose. C'est l'être vivant que je suis qui vibre devant la chose. C'est un jugement réfléchissant. Et donc, c'est l'être vivant que je suis qui vibre
devant la chose. Oui, citer Kant, je pense en grand 3, aurait été une merveilleuse idée. Et c'est donc de cette vibration qu'on ressent devant une œuvre d'art dont on aurait besoin. Et j'ai besoin d'art, exactement, pour vivre. Et d'ailleurs, on aurait même pu pousser la chansonnette jusqu'à Oscar Wilde, parce que celui-ci dit que c'est par l'art que nous voyons le coucher de soleil. S'il n'y avait pas Turner, dit Oscar Wilde, vous irez voir Turner, un grand peintre du 19e, il a peint justement dans les Yvelines, dans le côté de Rambouillet pour notre ami Napoléon. Si on regarde les œuvres de Turner, ce magnifique coucher de soleil, il nous aide à voir l'éphémère qui ne dure qu'un instant. Qui ne s'est pas senti ému devant ce lampadaire parisien sous la pluie? Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est l'art et l'esthétique d'Hitchcock qui l'a guidé jusqu'à ce plaisir. Parfait, merci beaucoup pour ces précisions sur ce deuxième sujet. Je vous propose qu'on passe à la dernière partie, l'explication de texte. Alors, cette année, c'était un texte d'Adam Smith, Théorie des sentiments moraux. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Pareil, on commence peut-être par les erreurs à éviter ou les difficultés du sujet. Oui, alors la difficulté du sujet, elle est toute simple. Lire. Lire le texte que le texte, rien que le texte. On rappelle que l'explication n'a pas besoin d'autre connaissance que le texte. Donc, pour nos camarades là, de TMG, de série technologique, pardon, qui s'y sont aventurés, il y a des questions auxquelles il faut répondre, ou bien un autre mode qui est d'expliquer le texte. Moi, pour le temps imparti, on va peut-être entrer dans le texte pour voir les grands moments, et j'espère que cela vous guidera pour pouvoir corriger tranquillement la chose. Moi, j'aurais découpé le texte en 3 parties. D'accord. Ligne 1 à 5, un premier moment où on pose un constat sur ce que c'est que la société. Vous allez voir, très intéressant ce que pose comme idée Adam Smith. Deuxième moment, qui est en fait celui de la conséquence un peu à l'excès de ce qu'on vient de dire, de la ligne 5 à 10, et enfin l'équilibre et la solution par le concept de justice de la ligne 10 à la ligne 16e. Donc dans un premier moment, donc, il est question de société. Et là où la chose est très intéressante, et là la lecture, me semble-t-il, fut très difficile, c'est qu'Adam Smith, qui, et bien sûr on connaît un économiste, était d'abord un auteur de moralité. Tout d'abord un auteur de moralité. Donc, quand il pense la société Adam Smith, il la pense sans contrat social. Ce n'est pas un contractualiste. Voire, il la pense sans morale préétablie, sans religion préétablie. Et donc Adam Smith se demande simplement, mais qu'est-ce qu'il faut pour que le lien entre les hommes puisse tenir? Qu'est-ce qu'il faut? Alors, le texte est en vieux français, l'échange mercenaire, traduisons immédiatement le commerce, exactement, l'échange marchand. Donc pour Adam Smith, pas besoin de contrat social, il faut qu'il y ait commerce. Mais dans un deuxième moment, mais alors n'est-ce pas, dit-il, le règne de l'animosité, je compte vite mes lignes sur la ligne 8, le règne de l'animosité, du ressentiment réciproque, est-ce qu'on ne risque pas de tout disperser alentour par la violence, l'opposition, ligne 10? Autrement dit, les règles du marché, les règles du commerce, est-ce que ce n'est pas fondamentalement antinomique? Et là, pour nous, c'est une bonne réflexion, puisque le problème que pose Adam Smith, c'est de penser la société sans le politique, sans le lien social qui serait un élan de bienfaisance, de solidarité, tel qu'on en a l'habitude en France. La liberté, égalité, fraternité, la République, la fraternité, c'est la réponse spontanée du peuple français face à la souffrance d'un des membres du peuple. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit là, pour Adam Smith, de penser le lien économique entre les individus comme lien fondamental. Alors, n'y a-t-il pas un risque qu'il n'y ait là que de l'agressivité, du vol, du mensonge et de l'usurpation? Non, dit Adam Smith. Et dans la troisième partie du texte, il apporte une solution, mais par un exemple. Brigand et assassin. Alors ça peut nous surprendre. Qu'est-ce qu'un brigand et un assassin? Sinon celui qui vient rompre le lien social. Alors pourquoi ici parle-t-il de cela? Parce que même dans ces sociétés, entendues là au deuxième sens, c'est-à-dire regroupement d'hommes, il y a un ordre. Autrement dit, dans le texte même d'Adam Smith, s'il montre que la bienfaisance, la charité, la solidarité n'est pas le lien qui tient la société, c'est le lien de justice qui tient fondamentalement la société. Mais cette justice, voyez-vous, et c'est là qu'il fallait voir la boucle, elle ne vient pas de l'État. Elle ne vient pas d'un pouvoir extérieur. Elle ne vient même pas d'un pouvoir politique. D'où vient-elle? Des échanges mercenaires. Autrement dit, c'est l'activité économique elle-même qui porte la justice
De facto, le lien social. Et de facto le lien social et la morale. Donc ce texte, à mon avis, très surprenant d'Adam Smith, puisqu'on voit là un Adam Smith, comme on le connaît bien, tout cela préfigure la main invisible, laisser faire, laisser passer, puisque la justice appartient aux échanges. On comprend peut-être mieux la main invisible d'Adam Smith, qui n'est pas citée là, mais qui est l'idée qui sous-tend dans la structure sociale la main invisible. Parfait. Pour le plan, on pouvait faire quelque chose de linéaire. Vous avez parlé de 3 parties. On peut progresser comme progresse le texte. Oui, alors si on choisit l'option 2. Là encore, le propos est libre, hein, disent nos amis du ministère. Mais si vous voulez faire quelque chose d'un peu classique, où effectivement on suit le texte, et surtout on va chercher à définir, expliquer les mots dans le texte. Par exemple, maintenir, sans aucun lien, animosité. Mais quel sens je viens de le faire là, bien sûr, trop rapidement. Mais comment on peut expliquer ces mots dans le texte? Merci beaucoup Laurent pour toutes vos explications et pour tous ces détails. Pour retrouver nos autres corrigés, rendez-vous dès le jour de l'épreuve sur notre chaîne YouTube et sur le site de l'étudiant.fr. Et puis bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux pour des conseils tout au long du bac. À bientôt.